Ouais, je sais, Leonardus, je sais, on va encore parler d'IA sur la chaîne. Je sais. Dans sa dernière version en bêta, Photoshop a ajouté un nouvel outil qui permet de générer des images ou des morceaux d'images à partir d'IA. Et ouais, directement dans Photoshop, nous allons pouvoir écrire des prompts, ces fameuses commandes écrites, pour générer soit de l'image, soit des morceaux d'image. L'autre possibilité que je trouve pour la peine plutôt cool, c'est de faire du remplissage génératif. Ça peut être bien pratique pour remplir des portions d'image avec ce que tu as déjà fait sur l'image. Et je précise que je n'ai pas encore testé l'outil, on va vraiment le faire ensemble, je vais le découvrir en même temps que toi. Allez, Leonardus, jingle et c'est parti. Déjà, bienvenue sur cette vidéo, je suis Spartan et Leonardus pour Digital Painting School. Donc je rappelle que ça fait maintenant des années et des années que je suis concept artiste et illustrateur, et forcément j'utilise Photoshop presque quotidiennement. J'utilise également Blender ainsi que d'autres outils principalement de 3D qui vont permettre de construire des images petit à petit. D'ailleurs j'enseigne tout mon processus dans mes cours sur Digital Painting School. Et là, voilà qu'un nouvel outil débarque sur ce petit Photoshop que je connais depuis une vingtaine d'années déjà, et qui permet, en écrivant quelques mots, de remplir des portions d'image. Alors forcément, j'étais obligé de tester ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est disponible dès aujourd'hui dans Photoshop. Bien sûr, sous réserve que tu aies un abonnement Creative Cloud, que tu payes ton abonnement. Tu peux aller dans Creative Cloud, tu vas ensuite dans Applications, et ici, tu as Application Bêta. Et à partir d'ici, comme tu peux le voir, tu vas retrouver Photoshop Bêta et l'installer. Moi, je l'ai fait juste avant d'enregistrer, donc c'est pour ça que je n'ai pas le bouton installer, mais le bouton ouvrir. Donc là, moi, c'est ce que je viens de faire, et je te propose maintenant qu'on aille ensemble sur Photoshop. Alors je me suis préparé voilà, plein de petites images que j'ai ouvertes. Alors on va commencer d'abord avec des photos un petit peu bateau, histoire de tester un petit peu ces nouveaux outils, et ensuite on va aller vers des cas plus proches de ce qu'on va faire en illustration, en concept art. Je vais essayer de chercher un petit peu les limites de cet outil aussi, et de voir tout ce qu'on peut faire. Donc là par exemple, tu vois que j'ai simplement ouvert ce JPEG, c'est une photo libre de droit, voilà, avec deux personnages tenant leur enfant, et on a cette petite barre qui est nouvelle et qui est apparue. Donc là, comme tu le vois, on a plusieurs boutons, on a notamment sélectionner un sujet et supprimer l'arrière-plan. On va donc faire sélectionner un sujet. Voilà, tu vois, ça a pris une petite seconde, et tu vois que la sélection est déjà vraiment très bonne. Il manque un petit bout de chaussure ici, donc là on peut toujours reprendre ici l'outil de sélection d'objet, appuyer sur Maj, refaire une sélection de la chaussure, et ce coup-ci on est bon. Et là, si maintenant je fais CTRL-J, je remplis un nouveau calque en blanc en dessous pour voir. Tu vois que le détourage est vraiment pas mal pour un truc qui a été fait en 2 secondes. Évidemment, il n'est pas parfait, mais après, il y a des outils, des options dans Photoshop qui permettent d'améliorer ça. D'ailleurs, je pense que cet outil de sélection n'est rien d'autre que l'outil de sélection d'objets qu'ils ont dû améliorer. Bon, on revient en arrière, je retourne sur la photo, et cette fois-ci, on va faire supprimer l'arrière-plan. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la même sélection qu'avant, avec, comme tu le vois, les petits bouts de chaussures manquants, et un masque de fusion a été appliqué au calque. Donc si maintenant je fais désactiver le masque de fusion, on va voir que mon fond revient à tout moment. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs, je te propose, puisqu'on y est, de tester tout de suite le deuxième outil, générateur d'IA. Donc là, je vais créer un nouveau calque en dessous. Je vais prendre l'outil de sélection ici. Je dézoome un peu, je sélectionne tout le cadre. Et cette fois-ci, je vais faire remplissage génératif. Ok, donc tu vois qu'il y a un petit warning, on va faire d'accord. Et maintenant, je peux écrire ce que j'ai envie de générer. Et là, c'est en anglais. Donc là, je vais mettre, par exemple, Asian Street, voilà, une rue asiatique. Et on va faire générer. Donc là, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on le teste vraiment ensemble. Je voulais justement faire ça avec toi, pas à pas. Alors, le résultat est plutôt amusant. Donc, voici la première proposition sur 3, je vais rester dézoomé. Donc tu peux voir qu'ici, dans le panneau des propriétés, nous avons 3 variantes qui ont été générées. Comme tu le vois, les images ont l'air d'être vraiment pas mal, très convaincantes, mais elles ne sont pas du tout dans la bonne perspective par rapport à nos 2 personnages. Donc je vais retester, mais cette fois-ci différemment. Je vais reprendre ce calque-là. On va supprimer le masque de fusion, juste pour voir si ça fait une différence de le faire depuis ce calque directement. Donc là, on va faire sélectionner un sujet. Je vais faire CTRL-MAJ-I, comme ça j'inverse ma sélection, donc je sélectionne tout le décor. Et je vais faire remplissage génératif. Et là, je refais Asian Street, et je suis assez curieux de voir s'il va me remettre la même chose ou pas. Donc là, je t'ai accéléré évidemment le temps de génération, mais en soi, c'est quand même plutôt rapide. En tout, ça m'a pris peut-être 5 secondes. Donc là, ça y est, j'ai de nouveau 3 variantes. Alors tu peux voir déjà que ça m'a l'air d'être beaucoup plus convaincant que ce qu'on avait avant. La perspective est pas déconnante, la lumière non plus. Sincèrement, c'est plutôt impressionnant. On va mettre une autre photo. Franchement, c'est assez bluffant. Celle-ci, je crois que c'est peut-être la plus réussie de toutes.
Voilà, tu peux remarquer d'ailleurs qu'il prend en compte les ombres au niveau du sol. Allez, on va tester autre chose. Maintenant, on va tester le remplissage génératif. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais on va l'appeler comme ça. Donc là, j'ai simplement ouvert cette photo qui fait partie d'un pack de photobash. Car très souvent, lorsqu'on va vouloir faire du texturing ou du photobashing en illustration ou en concept art, évidemment, on va se servir de photos, voilà, de packs qu'on va télécharger. Et quelquefois, on va être un petit peu emmerdé parce que la photo nous semble bien, c'est vraiment pile ce qu'on voulait, mais il manque une partie de l'image. Donc, on va essayer de l'agrandir. On va prendre l'outil recadrage, raccourci C pour rappel. Donc tu vois, je vais sur quelque chose de vraiment très panoramique. Je valide mon recadrage. Je reprends l'outil de sélection juste ici. Voilà, je sélectionne les deux parties vides, comme tu t'en doutes, et là je vais pouvoir faire remplissage génératif. Et là, je ne vais pas écrire de prompt, autrement dit de commande textuelle, je fais simplement générer. J'attends à nouveau quelques secondes. Eh ben c'est un échec. Et oui, j'ai cassé Adobe. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai eu droit à bien une bonne minute de génération avec la petite barre d'attente et un message qui est venu ensuite sur la droite de l'écran, mais j'avais arrêté d'enregistrer, donc qui me disait problème, nous faisons face à une forte demande. En gros, Photoshop n'a pas pu traiter ma demande. Et je suspecte quelque chose, c'est que mon image soit beaucoup trop grande. Voilà, la photo d'origine faisait quand même 8000 pixels de large. Donc, je suspecte que je lui ai demandé une génération trop gourmande en ressources. On va donc redimensionner ça. On va mettre, par exemple, 3000 pixels. On va refaire la même chose, donc je rajoute un petit peu d'espace sur les côtés. Et générer. Et voilà, à nouveau, tu vois le petit message d'erreur. Donc on va revenir en arrière. On va refaire taille de l'image et cette fois-ci, je vais mettre quelque chose d'encore plus petit. On va mettre 1600 pixels. Allez, on reprend. Ok. Ce coup-ci, ça a fonctionné, ça a pris peut-être une dizaine de secondes, donc c'est bien ce que je suspectais, à savoir que l'image était tout simplement trop grande. Donc là, on va regarder un petit peu le résultat. Donc comme tu le vois, c'est quand même vraiment impressionnant. C'est pas parfait, mais pour avoir rapidement les portions qui manquaient, c'est quand même plutôt costaud. Donc là, tu vois, on compare avant-après. Comme tu peux le voir, c'est vraiment impressionnant. Tu peux voir qu'il y a une vraie continuité dans les textures, dans les limites de la montagne sur les côtés. Alors, ce que tu peux aussi remarquer, lorsqu'on zoome un petit peu, si on regarde maintenant à 100% plus, c'est que nous n'avons pas tout à fait le même niveau de détail. On n'est pas du tout sur le même niveau de netteté. Donc ça, par contre, ça peut s'avérer problématique. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pour l'instant que sur une bêta. Je n'ai aucun doute que dans le futur, lorsque les algorithmes vont s'améliorer, et notamment les puissances de calcul disponibles, qu'on pourra avoir des résolutions beaucoup plus grandes. Dès qu'on veut faire du photobashing ou autre, et qu'on a besoin de travailler sur des images de grande taille, j'ai l'impression que pour l'instant, ça va être plutôt limité. D'ailleurs là, je te montre le premier résultat de la génération, mais je te rappelle que nous avons droit à 3 variantes. Donc là, en voici 2 autres. Voilà, tu peux voir ce que ça me donne, ça me permet même d'avoir plusieurs variantes, je trouve ça quand même vraiment génial. Là par exemple sur la troisième variante, je préfère largement la continuité du nuage sur la droite. Ici au contraire sur la première version, je préfère les montagnes à gauche. Quoique sur la troisième version c'est très bien aussi, en tout cas vraiment c'est plutôt balèze. Allez, on va continuer les tests. Donc là, je suis un petit peu sur la même situation. J'ai choisi cette photo qui vient, pareil, d'un pack de photobash.org que j'avais acheté, avec des armures super détaillées, comme tu le vois, et on va retester un petit peu tout ce processus. Par exemple, déjà, est-ce que le détourage va être rapide? On va faire ça tout de suite avec sélectionner un sujet. Donc là, comme tu vois, la sélection a l'air d'être très bonne. On aurait même pu faire CTRL-D, je désélectionne, supprimer l'arrière-plan pour voir tout de suite. Voilà, on va créer un nouveau calque en dessous. Voilà, donc tu vois qu'il manque apparemment un bout de casque là-haut. On va revenir sur le masque de fusion. Je prends l'outil pinceau. Voilà, effectivement, tu vois qu'il manquait un petit morceau. Pas bien grave, donc déjà, c'est très cool. On gagnera du temps dans notre processus. Ensuite, on va maintenant continuer. Moi, il me manque un petit morceau d'armure sur les côtés. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce que justement notre nouvel outil va réussir à s'occuper de ça? On va vérifier la taille de l'image, cette fois-ci j'ai bien compris que du 5800 sur 6700 pixels de large, de haut, pardon, ça va être beaucoup trop grand. Donc on va redimensionner ça à 2000 par exemple. Voilà, donc là, je suis à 100%, on va voir s'il va réussir. Donc je reprends l'outil de sélection, raccourci M, on resélectionne les côtés, là où ça manque. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait?
Le résultat est plutôt amusant, en tout cas pour les avant-bras. Par contre, pour les épaulières, c'est plutôt convaincant, j'ai l'impression. Donc tu vois, ça c'était avant, ça c'est après. Ouais, c'est plutôt convaincant ici. On va quand même regarder les 3 variantes. Alors la troisième ne marche pas trop, hein. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. On dirait qu'il y a du miel qui s'est cristallisé sur son bras. Par contre, les 2 autres, hein, tu vois, si on regarde l'épaulière ici de droite qui manquait, on a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment impressionnant. Par contre, évidemment, comme on l'a vu pour les avant-bras, c'est pas terrible. Cela dit, on va voir si on peut encore améliorer ça. Mais juste avant, je te fais quand même remarquer comment ça fonctionne, puisque c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Ce qui s'est passé, c'est que ici Photoshop nous a créé un nouveau calque, et tu vois que c'est un type de calque encore jamais vu, avec une petite icône magique, qui est un calque génératif. C'est pour ça que dans Propriétés, on retrouve ici l'invite, autrement dit le prompt qu'on peut écrire, ou celui qu'on a écrit, et ensuite les différentes variantes. Alors ce qu'on va faire cette fois-ci, à partir de ça, je reprends un outil de sélection, cette fois-ci l'outil lasso, on va sélectionner par exemple ici le vide, et je suis assez curieux de voir ce qu'il peut faire. Et comme tu le vois, il a réussi à remplir ça. Et il m'a mis une texture qui est plutôt proche. Donc tu vois, si je reviens en arrière, on est parti de ça, et on a obtenu ça. Alors évidemment, c'est pas parfait, hein, mais dans certaines situations, je suis sûr que ça peut s'avérer très pratique et nous faire gagner du temps. Allez, on va passer maintenant sur d'autres tests. On va partir maintenant de digital painting, de concept art, de rendu 3D, des choses, on va dire, un peu plus proches de ce qui est enseigné sur Digital Painting School, histoire de voir est-ce que nous, en tant qu'artistes, concept artistes, illustrateurs, est-ce que ça peut nous servir de manière plus directe, et notamment lorsqu'on s'éloigne des photos pures et dures. Alors, on va commencer par un petit test facile, hein. On va sélectionner simplement ici notre créature, hein. Tu vois, je m'étais amusé sur ce concept art à faire une espèce de cavalier sur sa monture du désert. Et on va faire simplement remplissage génératif généré. Là, je veux simplement voir s'il va réussir à me supprimer le personnage de cet environnement et combler tous les vides. Et ben voilà, le résultat après quelques secondes, je dois dire que c'est plutôt convaincant. Encore une fois, on a plusieurs variations, on a plusieurs variantes disponibles. Donc la première, la deuxième, la troisième. C'est vraiment, vraiment balèze. Alors, on va garder la première par exemple, puisque là j'aime bien, on va dire, le sable qui remonte sur les montagnes. Mais je suis curieux de savoir si je peux garder par exemple cette variante pour le haut et une autre variante pour le bas. Donc je vais dupliquer ce calque. A priori ça fonctionne bien et là on va choisir la variante numéro 3. Je vais revenir ici sur le masque de fusion. Je vais y prendre du noir et je vais tout masquer. Voilà. Excepté le rocher là en bas. Voilà, je fais ça un petit peu à la va-vite. Mais ça m'a permis, comme tu le vois, de modifier juste le bas ici de mon rocher. De ne garder que cette partie. Et pour le reste de l'image, j'ai ainsi pu garder ici ce calque génératif. Donc c'est quand même plutôt cool, c'est plutôt souple. Donc ce calque génératif, hein, si tu regardes, on va simplement le déplacer. Au final, c'est, d'après ce que je vois en tout cas, simplement un calque pixelisé avec un masque de fusion. Si maintenant je désactive ici le masque de fusion, tu vois à quoi ça ressemble. Donc il régénère apparemment un morceau d'image carré ou rectangulaire, hein, qui inclut la sélection que j'ai faite au lasso, et ensuite il met un petit masque de fusion pour que cela n'affiche que la portion voulue. Donc voilà comment ça a fonctionné. On va maintenant tester autre chose, hein. On va peut-être faire, voilà, on va sélectionner cette portion ici, on va faire remplissage génératif, et on va taper camel with rider. Voilà, on va mettre un chameau avec son cavalier, on va faire générer, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est assez amusant. Donc là, on peut regarder directement ici, comme tu le vois, les 3 variantes. Donc là, tu vois que c'est vraiment pas terrible, hein. Quoique, la première variante est quand même presque dans la bonne direction, mais autant le reste est complètement pourri. Bon, voilà pour cette image, passons à la suivante. Alors là, sur ce digital painting, que j'avais d'ailleurs fait avec toi en vidéo, hein, je t'avais montré le process de ce digital painting, et ce qui m'intéressait dans le test que je vais faire maintenant, c'était de voir si ce nouvel outil était capable de s'adapter au style pictural, car là, comme tu le vois, on est quand même loin d'une photo, on a des coups de brush qui sont très apparents, qui sont très bruités, et je voulais voir, est-ce que cet outil est capable de garder ça? Je vais par exemple enlever ici la deuxième partie. Boum! Voilà le résultat. Alors à nouveau j'ai plusieurs variantes, je trouve d'ailleurs que la deuxième est peut-être la meilleure, et lorsqu'on zoome dedans, je dois dire que c'est pas mal, hein. C'est un petit peu moins bruité, tu vois, on n'a pas le bruit directement, littéralement le bruit qui a été ajouté dessus, donc peut-être qu'on peut d'ailleurs le rajouter à partir d'ici, filtre, bruit, ajout de bruit. Voilà, tu vois, je réduis un petit peu le bruit,
On va le mettre à 3%, je valide. Donc là, tu vois la différence, avant, après. Alors c'est subtil, hein, toi, je sais pas si tu le verras avec la compression vidéo, mais ça me rajoute le petit bruit qui manquait. Et sincèrement, ça m'a l'air d'être pas trop mal comme premier test. Alors on va encore continuer. Allez, on va faire cette fois-ci un petit agrandissement. Un petit agrandissement vers le haut, tiens, pour voir comment est-ce qu'il va me terminer ici cette portion manquante. Voilà, je sélectionne le rectangle là-haut, remplissage génératif, généré. Alors, c'est terminé. Encore une fois, on a plusieurs variantes. Et je dois dire que c'est plutôt convaincant. Encore une fois, on n'a pas le même niveau de détail et de netteté que ce qu'on a sur le reste de l'image. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui trahit le plus le rendu de l'IA. Mais en soi, c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment en tout cas une super base pour ensuite repasser par-dessus. Donc je pense vraiment que cet outil peut permettre de gagner un temps fou. Imagine-toi, hein, tu es en train de faire ton digital painting, tu reçois des retours, voilà, on te donne des critiques, on te dit « Ah, c'est bien, mais la composition est pas terrible, tu aurais dû décaler ton élément un petit peu sur la gauche, peut-être que le cadrage n'était pas bon. » Mais du coup, le problème, c'est que lorsque tu recadres, forcément, il te manque un morceau d'image. Comme tu le vois avec cet outil, tu pourrais pallier à ce problème très rapidement. Et on va faire un dernier test sur cette image. Je vais sélectionner ici. Et je vais mettre Deer. Voilà, on va mettre un cerf. Alors, pouf. Je crois que le résultat va pas être super convaincant. Voire pas du tout. Donc voilà les trois variantes. Hein. Donc là, comme tu t'en doutes, ça ne colle pas vraiment. En tout cas, pas avec mon style vraiment qui est assez spécifique. Hein. Tous ces coups de brush... très visible, l'aspect mixer brush, tu vois qu'ici on a quelque chose qui fait très photo. En plus de ça, la luminosité du cerf ne colle pas vraiment, c'est beaucoup trop clair à chaque fois, même sur celle-ci. Donc, pas super satisfaisant, hein. Je crois qu'en tant que concept artiste et illustrator, dès qu'il s'agit de générer vraiment de zéro des éléments pour les rajouter dans une image, je crois qu'on a encore de beaux jours devant nous. En tout cas, lorsqu'on n'est pas sur des rendus photos. Allez, exemple suivant. Alors là-dessus, encore une fois, j'ai envie de tester juste le remplissage sur les côtés parce que c'était vraiment... typiquement une création où j'avais justement recadré plusieurs fois, à chaque fois j'ai réélargi, et je me rappelle que j'avais passé un temps fou à refaire la forêt derrière. Et je pense que si j'avais eu cet outil, j'aurais pu gagner, sans mentir, 2 voire 3 heures sur cette étape fastidieuse. Donc on va tester à nouveau, en faisant donc une sélection de tout ça, tout ce qu'il me manque. Et enfin ici, remplissage généré. Alors, sur le côté gauche et sur le haut, c'est plutôt pas mal. Tu peux voir qu'il m'a même continué les sapins, c'est vraiment très bien. Par contre sur le côté droit, alors je sais pas pourquoi il est parti complètement en sucette. Donc c'est pas grave, on va réessayer, peut-être qu'en refaisant une sélection, un nouveau remplissage génératif, ça résoudra le problème. Voyons voir. Ok, c'est pas mal du tout. Cette fois-ci ça me plaît beaucoup plus, hein. Tu peux voir les 3 variantes, en plus on a toujours un petit peu de choix. Franchement c'est balèze, c'est très balèze parce que si tu regardes toutes ces petites plantes que je m'étais amusé à repeindre au mixer brush, en photo bashing, cette petite végétation qui était éclairée de manière graduelle par le feu, là, tu vois qu'ici, il a réussi à me la faire continuer comme par magie. On voit presque pas la différence. Et là, c'est particulièrement efficace parce qu'on est sur une partie qui n'est pas du tout une focale de l'image. C'est-à-dire que c'est pas du tout une zone importante, c'est le bord, c'est le coin à droite dans l'obscurité. Donc c'est vrai que c'est pas des zones où on a envie de peindre à la main pendant 20 minutes des petites plantes. Donc c'est vraiment cool. Tu vois que le résultat finalement, cet agrandissement est vraiment efficace. Je suis assez bluffé et je t'avoue que je suis quand même plutôt enthousiaste, hein, surtout que là c'est vraiment un concept sur lequel j'avais passé du temps et je trouve ça pas mal. Maintenant on va faire un dernier test. Je suis curieux de voir si l'IA va réussir à faire de meilleurs chevaux apeurés que moi. Ouais, je te l'avoue les Warnerdus, c'est un petit peu une question d'ego. Donc je sélectionne mes 2 chevaux, remplissage génératif, je fais juste générer. Donc de cette manière, on va voir si l'IA est capable, dans un premier temps, de supprimer mes chevaux, histoire de repartir d'une base, d'un environnement, d'un décor où il n'y a pas de cheval, et ensuite de m'en mettre des nouveaux par lui-même. Alors déjà, voilà, pour la suppression des chevaux, sincèrement, je suis vraiment sur le cul. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment impressionnant. Je l'avoue, ça fout un petit peu les nerfs, mais comme tu vois, ça marche vraiment bien. Donc là, tu vois qu'il m'a remis un bout de feu, donc évidemment, on va pas partir de cette version. Allez, on va repartir de celle-là, elle me plaît bien. Maintenant, on va resélectionner l'endroit où il y avait les chevaux. Tu sais quoi, je vais reprendre la même sélection, hein. Donc je fais CTRL plus clic sur le masque de fusion, je fais remplissage génératif, et on va mettre Frightened Horse, voilà, un cheval apeuré, on va en mettre déjà juste un. On va voir s'il va réussir à gérer la perspective, la lumière, les couleurs. Je suis extrêmement sceptique, vraiment très sceptique, mais on va voir.
Ok, alors, c'est assez drôle parce que moi j'ai passé tellement d'heures justement à créer cette image, à faire les chevaux. Voir ces versions, ça me fait sourire. Et c'est pas mal, hein, sincèrement. C'est pas mal du tout en vrai parce qu'on a vraiment la lumière qui prend en compte la direction de la lumière du feu. Donc c'est pas mal du tout. Bon là c'est intéressant parce qu'ils l'ont fait fuir dans l'autre direction, ça fonctionne aussi, hein, pourquoi pas. On va masquer ça, je vais refaire encore un test, donc je resélectionne ici cette portion, je vais refaire remplissage génératif. Cette fois-ci, je vais mettre tout Frightened Horses et je vais rajouter Dark. Voilà, donc comme ça, je mets 2 chevaux et cette fois-ci, je précise qu'ils sont sombres, qu'ils ont un pelage foncé. Ok, ah, voilà les résultats qu'on aime voir, voilà, voilà. Ok, là, ça part un peu en sucette, hein. Là, je l'ai complètement perdu. Donc c'est aussi intéressant de tester les limites et de voir qu'il y a des fois où il est complètement à la ramasse. Quelque part, c'est un peu rassurant. Donc voilà ce que j'obtiens en tout cas avec ce nouveau prompt. Tu vois que c'est pas terrible. Après, c'est toujours pareil avec les IA. Faut passer du temps, faire des tests, retester encore et toujours jusqu'à obtenir le meilleur résultat. Là, clairement, on va revenir en arrière. On va rester là-dessus. Je pense que c'était vraiment, voilà, les meilleures variantes, c'était celle-ci, et franchement, c'est plutôt convaincant. Cela dit, si on compare à mes 2 chevaux qui étaient ici, je sais pas ce que tu en dis, mais je trouve quand même que mes 2 chevaux étaient plus intéressants, que ce soit leur pose, que ce soit évidemment l'éclairage, le fait également qu'ils n'attirent pas trop l'œil, c'est voulu qu'ils soient moins contrastés que ces chevaux-là, puisque là évidemment on regarde plus que le cheval, on ne regarde plus la créature. Donc niveau contraste, etc., on n'y est pas du tout. Et d'ailleurs j'en profite pour faire justement un petit commentaire là-dessus. Ici on est vraiment sur un très bel exemple où si je m'étais reposé uniquement sur mon talent d'artiste prompteur d'IA, bah finalement je me serais retrouvé avec ça. Voilà, je me serais retrouvé avec un cheval un petit peu pété de partout, avec voilà, une lumière, des contrastes, etc. qui sont pas terribles, et qui viendraient un petit peu bousiller ma composition. Donc comme quoi, même si cet outil est puissant et qui va sûrement continuer à s'améliorer encore et encore dans le futur, avoir les fondamentaux en art est quelque chose dont on ne peut pas se passer, en tout cas si on est sérieux et qu'on veut des bons résultats. Allez, moi je préfère mes chevaux ici. Bon, on arrive au bout, on va voir un dernier exemple ensemble et puis on va arrêter parce que je pense que la vidéo doit commencer à être assez longue. Donc là encore, hein, c'est un concept art issu de mes cours sur Blender. Donc là c'était un cours dans lequel je montre mon processus de création entre Blender et Photoshop pour faire ce type d'image, tout simplement. Donc ça c'était le dernier projet. Et donc on est ici sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Finalement un petit peu comme ce concept art ici. C'est un petit peu le même genre de technique, le même genre de rendu très détaillé. Donc là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir s'il peut réussir à me rajouter une foule, à me rajouter d'autres personnes à cet endroit-là. Donc là, je fais une sélection. On va faire remplissage génératif et on va tester différents termes. On va commencer par crowd. Alors, crowd en anglais, ça veut dire foule. Et sincèrement, le rendu est vraiment meilleur que ce à quoi je m'attendais. Parce que là, tu vois que cette foule, ces personnages, il s'est vraiment inspiré de celui qui est à gauche pour le recréer. Là, on le voit bien, on voit qu'il y a vraiment des... comment dire, la pose, la silhouette, les shapes sont assez proches. Donc évidemment, hein, je pourrais pas laisser ça tel quel dans l'image et me dire « Ok, c'est bon, merci Photoshop, t'as géré ». Évidemment, tu vois que c'est c'est tout pourri, le rendu est un peu bizarre, mais néanmoins, ça pourrait servir de base. Hein. Si je prends celui-ci par exemple, je pourrais très bien revenir ici sur le masque de fusion. Ouais, super. Donc là, tu vois, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ici l'outil de sélection directe pour sélectionner juste les 2 personnages. Donc là, je fais CTRL-MAJ-I pour inverser la sélection, et je peins en noir sur le masque de fusion. Ok, donc là, tu vois, ça me permet d'avoir, sur un calque parfaitement détouré, mes 2 personnages qui ont été rajoutés. Oups. Et après, à partir de là, rien ne m'empêcherait, tu vois, de créer un nouveau calque par-dessus, et de commencer ensuite à repeindre. Donc là, évidemment, je vais pas le faire, hein, ça prendrait une éternité, mais tu vois, ça pourrait me servir de base pour ensuite améliorer tout ça. Bon, t'as compris l'idée. En tout cas, je suis assez bluffé et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Allez, dernier petit test, celui-ci m'est vraiment venu là pendant que je faisais ces tests avec toi. Donc ça, c'est un autre concept art que j'avais réalisé pour le challenge numéro 14, je crois. Bref, un des challenges de DP School où il fallait faire justement une montagne assez terrifiante, avec, comme tu le vois, voilà, une faille dans laquelle se passait un rituel. Et tu vois qu'on a cette petite foule qui se dirige vers le fond. Et justement, une des parties un peu pénibles que j'avais à faire, c'était de faire cette foule. Donc tu vois, je suis parti du personnage 3D, j'ai ensuite repeint par-dessus, je les ai tous fait un petit peu différents. Et je voulais voir, tiens, est-ce que j'aurais pu, grâce à cet outil, me rajouter facilement des personnages, en tout cas une foule un peu plus grande, qui se dirige vers le fond. Donc là, on va refaire une sélection, et puis on va faire par exemple ici, voilà, on va
On va faire une forme et on va remettre crowd. Tiens, ça a bien marché la première fois. Alors, pas terrible. Alors, vraiment pas terrible. On dirait le cowboy de Toy Story. Et pas terrible non plus. Donc là, ok, c'est pas ouf. On va changer le prompt ici. Donc là, tu vois, je retourne en propriété. Et on va mettre walking character. Voilà, donc un personnage qui marche. Je vais même taper walking monk. Tiens, on va mettre un moine qui marche. Et je refais générer. Ok, alors pour lui, les moines sont forcément en toge blanche. Donc c'est assez intéressant. On va revenir en arrière. On va tester autre chose. Hein. Je vais sélectionner par exemple cette fois-ci. Voilà, toute cette portion ici. Générer. Alors, c'est vraiment intéressant à voir. Hein. Là, tu vois qu'il a fait plein de personnages qui ont l'air d'être assis. Certains sont en train de marcher. On a plusieurs variantes. La première me semble de loin la meilleure. Donc, c'est pas tout à fait parfait. Mais je pense qu'en jouant peut-être avec les prompts, on pourrait peut-être avoir des choses intéressantes. Je vais faire un dernier test. Ok, ici c'est un échec complet. Voilà, bon en tout cas, ça m'a permis de tester un petit peu les limites de cet outil. De toute façon, si tu as Photoshop, tu peux l'installer toi-même. Hein. Pour rappel, il suffit d'aller dans Creative Cloud, application, d'installer la version bêta. Et ça y est, tu pourras faire Mumuse. Pour ma part, je vais faire juste un dernier test. Ça c'est vraiment histoire de s'amuser un peu. On va voir si c'était possible, par exemple, de remplacer la faille ici par un arbre géant. Donc on va sélectionner toute cette partie-là. Remplissage, Giant Tree, voilà, je tape arbre géant. Générer. Ok, pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. C'est même plutôt impressionnant parce qu'il a réussi à comprendre que la lumière principale venait du bas. C'était éclairé un petit peu comme venant d'un feu. Et c'est pour ça qu'on a un arbre qui est plutôt atmosphérique. L'utiliser tel quel ne serait pas super, mais encore une fois, ça pourrait me servir de base ou même simplement me donner des idées. Peut-être des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et j'ai encore envie de tester quelque chose. On va venir faire une sélection ici et je vais mettre un aigle qui vole. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne qu'ils sont tous beaucoup trop clairs, trop contrastés. Celui-ci à la limite pourrait peut-être fonctionner, on va voir. Je vais venir réduire sa taille. Je vais ensuite enlever son masque de fusion, voilà tout ce qu'il y avait autour. Et ensuite on pourrait lui ajouter un petit coup de niveau. D'ailleurs ça me permet au passage de tester que les filtres dynamiques fonctionnent bel et bien sur les calques génératifs. Ça a l'air d'être le cas, hein, donc tous les filtres vont probablement marcher. Et là voilà, je vais venir enlever un peu de contraste. Voilà, pour ensuite venir saturer un peu plus le bestiau. On sélectionne l'aigle, on inverse sa sélection, on repasse en noir. Et voilà. Et donc là encore, tu vois que ça a été extrêmement rapide, mais ça m'a permis d'ajouter un aigle très rapidement. Donc pour toutes ces petites tâches comme ça, je pense que ça peut vraiment nous faire gagner du temps. Je pense aussi que ça va être à nous autres, artistes, de trouver la limite entre trop se reposer sur cet outil ou pas assez, et donc perdre du temps sur certaines tâches. En tout cas, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup et une chose que j'aime moins. La première, c'est tout ce qui est, on va dire, plutôt de l'ordre du remplissage génératif. Donc comme je l'ai montré par exemple ici sur ce concept art, le fait qu'on peut remplir des portions de notre image très rapidement et s'éviter des tâches fastidieuses. Par exemple, le décor qui va pas assez loin, des éléments qui sont manquants, ou au contraire, si on veut supprimer un élément d'une image, comme c'était le cas avec les chevaux, si on veut faire du détourage, etc. Pour tout ça, c'est vraiment très très pratique. Par contre, je suis moins fan de l'ajout d'éléments qui sont à la base pas du tout existants lorsqu'on génère vraiment des portions d'image, comme c'est le cas ici avec cet arbre. Là, je suis moins à l'aise parce qu'encore une fois, c'est une tâche créative et j'estime que c'est plutôt à moi, en tant qu'artiste, de réfléchir à mon arbre. Quelle forme est-ce qu'il aura? Est-ce qu'il sera incrusté à l'intérieur de la crevasse qui se trouve derrière? Est-ce qu'il aura des feuilles? Est-ce qu'il n'en aura pas? Qu'est-ce qu'il aura de spécifique? Là, j'ai le sentiment de me reposer beaucoup trop sur l'IA, sur ce qu'elle est capable de faire. Et surtout, si maintenant je n'avais pas les fondamentaux en art, si je n'étais pas capable de dessiner, de peindre, que je n'avais pas de notion de couleur, de composition, de volume, etc., eh ben, je serais coincé avec ça. Je serais coincé avec ces versions, je ne pourrais pas aller plus loin, je ne pourrais pas améliorer, je sais pas, les formes, le réalisme, ou peu importe. En tout cas, voilà pour ces tests. Je vais quand même te montrer le dernier aspect. Moi, c'est celui qui m'intéresse le moins. C'est pour ça que je te le montre en tout dernier. Mais bien sûr, on peut aussi créer des images de zéro uniquement avec les IA. Donc là, on se rapproche vraiment de ce que je t'ai montré dans mes autres vidéos, notamment sur Midjourney, DALL-E, etc. Donc là, je vais créer par exemple un nouveau document. Alors on va le faire pas trop grand parce qu'on a compris qu'il aimait pas trop générer des choses de grande taille. On va faire 1600 par 1000 et on va faire outil de sélection. Voilà, remplissage génératif et là on pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple? Voilà, là je mis un truc assez précis, un lac écossais au crépuscule, généré.
Ok, c'est terminé. Première variante, deuxième, troisième. La troisième est pas mal, vraiment pas mal. Mais ici, on a quand même des textures et des couleurs qui sont assez intéressantes. En tout cas, voilà le résultat, hein. Comme tu peux le constater, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, par-dessus, on pourrait très bien mettre, par exemple, ici, une montgolfière. Ok, on va mettre... Ok, donc là, tu vois que sur un deuxième calque génératif, j'ai pu ajouter le reflet, puisqu'il m'a fait de l'eau, donc il a compris qu'il y aurait un reflet de ce qu'il y avait au-dessus. C'est quand même plutôt costaud. Et à la limite, maintenant, je n'ai plus qu'à... hop. Je n'ai plus qu'à masquer un peu ça. Voilà, et comme ça, tu peux voir que j'ai obtenu mon reflet. Voilà, comme si ma montgolfière était posée sur l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour s'amuser? On pourrait faire, tiens, une barque. Tiens, on va faire une barque ici. On va juste faire... hop. Alors là, les résultats sont plutôt amusants. Le premier pourrait fonctionner, hein, même si son bateau est très très long. Après, ça vient peut-être aussi de la forme de mon lasso. Mais en soi, ça marche pas trop mal. Par contre, oui, les deux autres sont juste à mourir de rire. En tout cas, voilà, je m'arrête ici pour ce petit test. Moi, de toute manière, cet aspect de générer des images de zéro, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Allez, pour m'amuser, je te montre quand même le résultat lorsque j'ai écrit qu'il devait me rajouter ici un monstre qui sort de l'eau. Le résultat... avoue que c'est quand même plutôt pas mal, hein. Deuxième variante. Voilà, il n'est pas du tout en train de sortir de l'eau. Et voici la troisième. Déjà plus sympa, plus convaincante, même si on comprend pas trop ce que c'est et que ça ressemble plutôt à un étron géant qui flotte sur le lac. Mais bon, en tout cas, moi, cette première variante, je l'adore. Donc là encore, hein, je pense qu'en tant que concept artiste et illustrateur, lorsqu'il s'agit de sujets vraiment à inventer de zéro, comme des monstres, on a encore de beaux jours devant nous. Enfin, un dernier mot qui est quand même très très important. Je me suis quand même posé la question de savoir comment fonctionnait cette IA d'Adobe. Est-ce qu'on est sur le même cas des problèmes d'éthique qu'ont les autres IA comme Midjourney, DALL-E, etc. Et je dois dire qu'Adobe a plutôt bien géré son truc. Je pense que la firme américaine a très bien anticipé toutes les critiques qui auraient pu lui être faites. Donc notamment, il faut savoir que cette IA, qui s'appelle Firefly, incorporera automatiquement une balise dans les informations de traçabilité des œuvres et les contenus générés par l'IA afin de les distinguer facilement des travaux réalisés sans l'IA générative. Ensuite, le modèle d'IA générative actuel de Firefly est entraîné sur un jeu de données Adobe Stock. Adobe Stock, c'est sa grosse bibliothèque d'images libres de droit qu'on peut payer, qu'on peut acheter. C'est aussi entraîné sur des travaux sous licence libre et sur des contenus tombés dans le domaine public. Donc là, de ce côté-là, on dirait qu'Adobe n'a pas pioché partout sur le web, ne s'est pas servi sur les galeries ArtStation ou Instagram de tout le monde. Donc là encore, c'est plutôt pas mal. Ils sont restés sur leur propre banque d'images et sur les contenus du domaine public. Ensuite, il est dit qu'à mesure que Firefly évoluera, Adobe explorera des moyens pour que les créateurs et les créatrices puissent entrer le modèle de machine learning avec leurs propres ressources, afin de pouvoir générer du contenu correspondant à leur style, leur identité visuelle et leur technique de design, sans l'influence de contenu créé par d'autres personnes. Donc là aussi, ça a l'air d'être plutôt, plutôt positif. Autre question qu'on peut se poser. Si je suis un client ou une cliente d'Adobe, est-ce que des exemplaires de mon contenu seront-ils intégrés au modèle Firefly? La réponse est claire, non. Les exemplaires des contenus de notre clientèle ne seront pas intégrés au modèle Firefly. Question suivante. Si tu te poses la question, tout ça provient de leur FAQ. Si je suis un client, mon contenu sera-t-il automatiquement utilisé pour entraîner Firefly? Là encore, c'est non. Ensuite, quelle est l'éthique d'Adobe en matière d'IA générative? La réponse est la suivante. Adobe a développé et déployé une IA générative dans le respect de ses principes de traçabilité, de responsabilité et de transparence pour une IA éthique. A priori, il y a tout un article de blog sur le sujet, je te laisserai chercher si ça t'intéresse. Et enfin, dernière question que tu te poses peut-être, Adobe envisage-t-il d'indemniser les contributeurs et les contributrices Adobe Stock dont le contenu est utilisé dans le jeu de données d'entraînement de Firefly? Et si oui, de quelle manière? Donc là, apparemment, ils sont en train de développer un modèle d'indemnisation pour les contributeurs dont ils communiqueront les détails plus tard. Voilà, fin de mes petites recherches. Je voulais quand même faire une vidéo complète et ce sont vraiment des questions que je me suis posées. Les résultats et la facilité d'utilisation dans Photoshop sont sincèrement vraiment déroutants, tellement c'est facile, mais c'est vraiment très puissant. On retrouve le côté ludique des IA et sans avoir finalement un peu trop de problèmes d'éthique. Cela dit, et je terminerai là-dessus, comme tu l'as vu, il y a certains aspects qui me rendent plutôt optimiste, notamment pour pouvoir gagner du temps sur des tâches répétitives ou pas très créatives, mais autant certaines parties, voilà, me rendent pas spécialement enthousiaste. J'ai toujours envie de créer moi-même mes contenus,
d'être la personne à l'origine de mes idées et de mes concepts visuels. Après, évidemment, ce sera à chacun de se faire son idée là-dessus et de se créer son positionnement. En tout cas, une chose est sûre, même si cet outil est très puissant, comme je l'ai dit et même comme je l'ai démontré, on est encore loin de pouvoir se passer de concept artistes, d'illustrateurs, d'animateurs, de dessinateurs, de gens en tout cas qui ont vraiment passé des années, comme toi peut-être, à t'entraîner, à devenir un vrai artiste, à apprendre les fondamentaux en art, les valeurs, la lumière, la composition, le dessin, etc. etc. Donc, même si cela nous fera peut-être gagner du temps, je pense, comme toujours, et cette fois-ci avec une preuve en pratique, que ce sont les vrais artistes déjà chevronnés qui s'en sortiront le mieux, y compris avec ce nouvel outil, car on pourrait éventuellement s'en servir et aller bien au-delà, en tirer parti pour aller plus loin, plus vite. Là où tous ceux qui ne prendraient pas la peine d'apprendre correctement finalement se retrouveraient assez vite dépassés. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui face à ce test d'Adobe Photoshop Beta. Je suis en tout cas super curieux d'avoir ton avis, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Et voilà pour le petit tour d'horizon de cet outil. J'essaie de rester assez neutre, je suis surtout curieux de savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que tu vas l'utiliser? Si oui, de quelle manière? Est-ce que c'est pour faire de la photomanipulation? Est-ce que ce sera pour tes digital painting, pour tes propres illustrations, pour du concept art? Est-ce que au contraire tu ne veux surtout pas y toucher? Je suis assez curieux. Une chose est sûre, que tu adores ce nouvel outil ou que tu le détestes, tu devrais vraiment mettre un pouce bleu à cette vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ouais, je suis d'accord. Plus sérieusement, un petit pouce bleu et un commentaire, ça permet toujours de faire ressortir la vidéo et la chaîne dans les algorithmes. Tu sais sûrement déjà tout ça, donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.